Le Japon adopte une nouvelle doctrine de défense. Quelles conséquences pour sa relation privilégiée avec les États-Unis? C'est notre grand angle. Washington, dernière étape d'une tournée menée au pas de charge. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida doit rencontrer Joe Biden dans les heures qui viennent. Le Japon accueille le sommet du G7 en mai prochain. Et ce pays pacifique, depuis la Seconde Guerre mondiale, aborde un virage géostratégique. Alors, quelle marge de manœuvre? Comment cette relation nippo-américaine va-t-elle évoluer? On en parle avec nos invités. Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Bonsoir, vous êtes politologue, chercheuse en géopolitique française, spécialiste de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Et votre dernier ouvrage s'intitule Taïwan face à la Chine, c'est aux éditions Thaïlandais. Et en direct dans 64 minutes, Dominique Simonet, journaliste, écrivain, spécialiste des États-Unis. Alors, Valérie Niquet, cette tournée diplomatique survient avant l'organisation du sommet du G7, prévu à Hiroshima. C'est l'occasion, je le disais, pour le Premier ministre japonais de présenter cette nouvelle doctrine de défense. Alors, il l'a fait avec tous les acteurs, ou presque, du G7. Il a présenté cette nouvelle doctrine le 16 décembre dernier. Est-ce qu'on assiste à un tournant? Parce que c'est vrai que là, les dépenses vont passer de 1 à 2% du PIB en 2027, les dépenses militaires. 300 milliards d'euros investis sur 5 ans. Est-ce que le Japon reprend en main son destin militaire? Alors, ce qui est certain, c'est que le Japon investissait très peu dans sa défense et que là, il y a un bond en avant, entre guillemets, en termes de moyens. On parle aussi du fait que le Japon pourrait se doter de bases de missiles qui lui permettraient de frapper des bases de missiles ennemies en cas de menace imminente d'un tir qui pourrait menacer le territoire japonais. Mais on est très loin, là on est dans le déclaratif, c'est-à-dire qu'effectivement on ouvre ces possibilités, on est très loin de la réalisation. C'est-à-dire que pour le budget de la défense, par exemple, c'est un peu la problématique qu'on avait en Allemagne. Passer de 1% à 2% en 2027, ça suppose des investissements, ça suppose éventuellement une augmentation des impôts qui est totalement rejetée par la classe politique, y compris le parti auquel appartient le Premier ministre Kishida. Et donc, est-ce que les choses... ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions? Pour le moment, non. Donc, il n'y a pas de désignation budgétaire précise sur cette augmentation. Et on pense même qu'une partie de l'augmentation, en fait, ça consistera à faire passer certaines dépenses, comme la recherche et développement, les gardes-côtes, etc., sous le budget de la défense, qui mécaniquement, évidemment, augmentera le pourcentage. Mais ne changera pas fondamentalement les choses. En fait, les Japonais sont leurs principaux alliés et ceux qui assurent la sécurité en Asie, ce sont les États-Unis. Et comme partout, les États-Unis attendent de leurs alliés qu'ils fassent un peu plus d'efforts pour leur sécurité et pour s'investir dans leur sécurité. C'est ce que fait Tokyo aujourd'hui. Oui, ils ont dit qu'ils allaient, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit qu'elle soutenait effectivement ces nombreux accords qui sont signés entre le Japon et des pays comme le Royaume-Uni, notamment. Alors Dominique Simonet, justement pour le côté américain, c'est vrai que le Japon compte sur les États-Unis pour assurer sa protection depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le Japon pourrait aussi se dire que finalement le bouclier américain n'est pas aussi fort qu'avant? Ils ont l'air inquiets, les Japonais, comme les Australiens, d'ailleurs, comme un certain nombre de pays dans la région, au vu de l'attitude assez menaçante, c'est moins qu'on puisse dire, de la Chine. On voit régulièrement des avions, des navires dans le détroit de Taïwan. Il y a une volonté, une manifestation très offensive de la Chine. Et c'est vrai que là, le Japon sort de sa vieille doctrine pacifiste et part vers quelque chose de plus défensif, voire d'ailleurs peut-être même un peu offensif. J'ai vu qu'un des politologues japonais déclarait: on avait un bouclier jusque-là, maintenant il nous faut une lance. Donc vous voyez un peu un changement de rhétorique. Un changement de rhétorique, sans doute aussi un changement de stratégie. Et les États-Unis, évidemment, ont besoin de ça, ont besoin d'avoir le Japon comme l'allié principal dans la région. Ça fait d'une certaine façon, ça fait partie de la doctrine générale des États-Unis qui a été un petit peu réorientée, qui a été un petit peu bousculée par la guerre en Europe, en Ukraine. Mais les États-Unis veulent, et l'ont dit, et le font depuis des mois, se centrer sur la région Indo-Pacifique. Pour eux, c'est un lieu stratégique absolument prioritaire. Oui. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, l'a encore dit hier, je crois, quand il a vu son homologue. Il a dit que la Chine est le défi stratégique le plus important. Donc,
les États-Unis, c'est majeur. Et ce qui est en train de se passer, d'une certaine manière, c'est un embryon d'un nouvel agencement, d'une nouvelle stratégie mondiale, militaire, défensive, qui pourrait inclure non seulement la sphère indo-pacifique, mais aussi la sphère transatlantique dans une même continuité de défense. D'accord. On va continuer d'ailleurs, Dominique Simonet. On reparlera tout à l'heure effectivement de l'Indo-Pacifique, très important. Alors vous évoquiez Anthony Blinken. Effectivement, il a rappelé de ce défi stratégique sans précédent. Tokyo a fait de même. La réaction chinoise a été cinglante. On écoute. Nous exhortons les États-Unis et le Japon à abandonner leur mentalité de guerre froide et leur parti pris idéologique, à cesser de créer des ennemis imaginaires et à s'abstenir d'être un contre-courant qui perturbe la stabilité de la région. Voilà pour cette réaction de la Chine. Valérie Niquet, ça ne doit pas vous surprendre. Alors la Chine parle d'ennemis imaginaires et pourtant il y a quand même une politique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique agressive des Chinois qui font monter la tension dans cette région ? Oui, alors ce qui est vrai, c'est que la Chine a des ambitions territoriales sur la mer de Chine du Sud, face au Japon autour des îles Senkaku, également à Taïwan. Enfin, l'objectif depuis la création de la République populaire de Chine, c'est de s'emparer de Taïwan. Il y a des îles japonaises qui sont situées oui, les îles Senkaku dont je vous parlais. Donc en fait, je veux dire, ces objectifs-là ont toujours existé. Et la Chine, progressivement, se dote des moyens militaires pour éventuellement faire pression et en tout cas suffisamment impressionner l'adversaire pour qu'en quelque sorte on cède aux ambitions chinoises sans même que Pékin ait vraiment à combattre, parce que la grosse difficulté pour la Chine, c'est qu'elle n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller véritablement au combat. S'il y avait une guerre dans le détroit de Taïwan, elle infligerait bien sûr plus de pertes éventuellement aux États-Unis ou à Taïwan que dans les années 1990, mais c'est une opération qui serait extrêmement difficile à monter. On a bien vu dans quelles difficultés sont les Russes, donc je pense que les Chinois ne sont pas prêts aujourd'hui à attaquer véritablement Taïwan ou à aller trop loin. En revanche, ils font des pressions, ils poussent. Et évidemment, un de leurs objectifs essentiels, ce serait de voir les États-Unis quitter cette zone. Donc tout ce qui s'apparente à un resserrement des alliances, notamment de l'alliance nippo-américaine, qui est le fondement de la sécurité en Asie, comme on le répète très souvent, eh bien, est condamné par Pékin, comme auparavant à l'époque soviétique d'ailleurs, avant même de parler de Poutine, on condamnait tout ce qui était alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. C'est la même logique. Oui. Donc le but de Pékin, c'est effectivement de crier très fort face à ce rapprochement, en quelque sorte, ou cet engagement japonais un peu plus en avant aux côtés des États-Unis, mais tout ça pour essayer de dissuader et de faire peur. Et d'ailleurs, on verra sans doute des menaces progressivement contre le Japon. Il y en a déjà d'ailleurs publié dans la presse disant écoutez, si vous êtes trop proche des États-Unis, faites attention parce que vous devenez potentiellement une cible. Ce qui ne veut pas dire que la guerre est pour demain, mais simplement c'est pour peser sur l'opinion publique japonaise et qu'en quelque sorte, elle ne soutienne pas ce rapprochement avec les États-Unis. Donc rapprochement avec les États-Unis, mais rapprochement aussi avec d'autres pays. On a vu avec Justin Trudeau, avec cet accord qui a été signé au Royaume-Uni, qui a été signé aussi avec l'Australie, Dominique Simonet. Et finalement, les États-Unis, ils soutiennent en fait cet accord, ces multiples accords. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une volonté de renforcer un accord qui serait d'abord celui des démocraties, parce qu'on voit bien que maintenant dans le monde il y a quand même un clivage de plus en plus important qui d'ailleurs traverse aussi les nations elles-mêmes, mais entre une tentation, disons, autoritaire et les démocraties qui sont fatiguées, qui ont beaucoup de mal à se pérenniser. Donc il y a une volonté en termes de sécurité de garantir une espèce d'axe qui soit celui des démocraties. Et en Asie, c'est vrai qu'un certain nombre de pays comme le Japon et aussi à côté avec l'Australie font partie de cet arc de défense. Puis il y a aussi tout un aspect évidemment économique qui va être discuté, qui est en train d'être discuté d'ailleurs à la Maison-Blanche entre les deux chefs d'État, qui est très très important parce que on pourrait dire qu'il y a presque une forme, je ne sais pas si Valérie Niquet serait d'accord avec moi, mais presque une forme de guerre froide un peu larvée entre les deux pays, mais qui s'exprime aussi d'une certaine manière maintenant par l'économie. On voit que là aussi la Chine est très très offensive. On connaît ses ambitions avec les routes de la soie, avec son implication dans un grand nombre de pays qui deviennent de plus en plus redevables ne serait-ce que par la dette envers la Chine. Qui se fait aussi d'un point de vue économique, mais justement je rebondis sur cette
fait, parce qu'il y a des partenariats entre la Chine et le Japon. Là c'est compliqué aussi d'un point de vue économique. De toute façon, la Chine est le premier partenaire commercial de la quasi-totalité des États de la planète, que ce soit le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, les États-Unis ou les pays européens. Donc, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est le cœur du commerce mondial, la Chine. Alors, ce qui se passe avec les États-Unis aujourd'hui, c'est qu'on s'est aperçu que pendant des années, on pensait intégrer la Chine, et la Chine a énormément bénéficié, notamment de transferts de technologie. On parle de ces fameuses puces électroniques, dont les brevets sont américains, mais fabriqués à Taïwan, et qu'on vendait à peu près librement à la Chine, qui s'en sert évidemment pour à la fois développer sa force de frappe en termes de technologie civile et militaire. Donc c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui, des transferts de technologie dans des secteurs sensibles. Et les États-Unis attendent de leurs alliés qu'ils suivent. C'est-à-dire qu'ils aimeraient aussi que les Japonais, comme les États-Unis, ne vendent plus à la Chine un certain nombre de technologies et que les Européens fassent pareil. Ça pose un petit nombre de problèmes parce que même si le Japon est prêt à renforcer ses capacités de dissuasion et de défense face à la Chine, en réalité, économiquement, il est aussi très impliqué dans les échanges encore plus que nous et les investissements en Chine, et il est un tout petit peu plus réticent à aller sur ce plan-là pour essayer de bloquer des exportations qui sont un élément important pour les entreprises japonaises. Dominique Simonet, on va terminer avec vous. Effectivement, dans quelques heures, donc le Premier ministre japonais rencontre Joe Biden. Donc ça va être, qu'est-ce qu'on peut attendre? Des annonces fracassantes? Non, ça va être, on renforce le partenariat? Oui, enfin des annonces de principe, effectivement, de renforcement de l'unité entre les pays, de renforcement aussi de la sécurité dans la région. Je pense que ça va évidemment être évoqué. Après, les mesures concrètes, on les aura un peu plus tard, mais sans doute ce rappel qu'il y a une volonté de contrer en fait la velléité chinoise. Je ne sais pas si Joe Biden emploiera le mot Chine, parce que pour l'instant, c'est l'invité qu'on voit pas, qui est là partout. Mais en tout cas, c'est bien de cela dont il est question. Vous parliez de l'économie, l'enjeu des semi-conducteurs est considérable, hein, et le Japon joue un rôle important. Donc il y a tout ça, il y a la question climatique aussi, il y a la question de l'Ukraine, les sanctions contre l'Ukraine. Donc tout cet ensemble de mesures est en train de discuter, mais le plus important, c'est vraiment la sécurité, c'est vraiment cette volonté des États-Unis de construire quelque chose de durable avec le Japon. Oui, dans la région Indo-Pacifique qui est vraiment très importante. Merci à tous les deux d'être venus dans 64 minutes. Merci pour ces explications.